Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, au Maroc, la condamnation de 53 meneurs du mouvement Irak est à l'origine d'une manifestation ce dimanche 8 juillet à Casablanca. Cette marche réclamait la libération des principaux leaders de ce mouvement qui ont écopé d'une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Au Mali, la campagne électorale en vue de la présidentielle du 29 juillet a démarré ce samedi 7 juillet. Les meetings ont débuté pour les 24 candidats en lice qui tentent de convaincre les quelques 8 millions d'électeurs de s'exprimer dans les urnes au prochain scrutin. Et puis en fin d'édition, nous recevrons M. Ange Zigou, le secrétaire exécutif du Parti gabonais pour le changement, avec qui nous échangerons sur les récentes mesures d'austérité entreprises par le gouvernement gabonais. Mais tout d'abord, le président sénégalais Macky Sall a promulgué la loi numéro 2018-22 du 4 juillet 2018 portant révision du code électoral. La Cour constitutionnelle a validé lundi 2 juillet le parrainage, déclarant que toutes les dispositions de la loi adoptées par les députés sont conformes à la Constitution. Un revers pour l'opposition qui avait déposé un recours auprès de la dite Cour pour empêcher sa validation. Ils étaient des milliers à manifester ce dimanche 8 juillet à Casablanca pour dénoncer la condamnation des meneurs du mouvement de protestation Irak. Ils ont écopé de lourdes peines allant jusqu'à 20 ans de prison pour 4 d'entre eux. Rappelons que le mouvement Irak, qui dénonçait le laxisme du gouvernement, avait agité le nord du Maroc en 2016 et 2017. Leurs partisans appellent à leur libération. Aïssatou Diamanka Besland. Au Maroc, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche 8 juillet 2018 à Casablanca, la capitale économique. Ils dénoncent la condamnation de meneurs du mouvement de protestation Irak. Ce mouvement avait agité le nord du royaume entre 2016 et 2017. Ces agitations avaient été déclenchées par la mort d'un vendeur de poissons broyé par une benne à ordures en octobre 2016 en voulant récupérer sa marchandise. Le 26 juin 2018, le verdict tombe. La justice marocaine a condamné 53 activistes qui représentent le noyau dur du mouvement à des peines comprises entre 1 et 20 ans de prison. Les manifestants appellent à leur libération. Les manifestants sont sortis manifester leur colère parce qu'il y a une société civile au Maroc qui s'est développée. Il y a des associations autour des principes universels des droits de l'homme et objectivement, on ne peut que reconnaître effectivement que ces condamnations-là sont extrêmement sévère. Et puis à côté, on sait que le Marzen, le pouvoir central au Maroc, a l'intention, à travers ces condamnations-là, de marquer le coup et de dissuader probablement les futurs révoltés ou leaders de potentielles révoltes de réfléchir à 2 fois avant de se lancer. Nasser Zefsafi écope à lui seul la plus lourde peine, 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État. Ce mouvement, dont il est le leader, réclamait davantage de développement économique et social dans la région du Rif, qui souffre de marginalisation économique et de manque d'infrastructures, mais aussi d'emplois pour les populations. Qui est plutôt positif et c'est un signe de bonne santé effectivement dans ce qui se passe dans la société civile marocaine, c'est de sortir dans la rue pour manifester son mécontentement et demander effectivement à ce que ces peines soient revues parce qu'elles ne correspondent pas à la réalité d'une situation, surtout dans un pays qui a tendance à se développer depuis de nombreuses années et qui, prétend ou tend à se rapprocher peut-être des standards démocratiques qui ont cours en Europe. Aujourd'hui, les manifestants dénoncent un acharnement et trouvent les peines très sévères, voire démesurées, et réclament leur libération sans conteste. La campagne électorale en vue de l'élection présidentielle malienne du 29 juillet a démarré. Les 24 prétendants à la magistrature suprême ont débuté leur meeting sous haute sécurité. Le point sur la stratégie de quelques candidats dans ce reportage notre correspondant Mokhtar Paris. La campagne pour l'élection présidentielle malienne a démarré ce samedi 7 juillet 2018. Ils sont 24 candidats en liste, dont une femme. Cette première journée a servi aux différents états-majors des partis de préparer le lancement de leur premier meeting. C'est le cas du camp présidentiel, mais aussi de l'opposant Soumaïla Cissé qui prévoit une série de rassemblements. Nous avons une stratégie de porte en porte pour rentrer dans les familles, rentrer dans les commerces, échanger avec nos compatriotes, leur faire connaître davantage notre candidat qui est bien connu, leur faire connaître la vision de notre candidat et surtout le rôle réservé à chaque secteur dans son programme. Nous allons faire des grands rassemblements, les porte à porte aussi, et pourquoi pas se déplacer
déplacer dans les arrondissements centraux, nous rapprocher des électeurs, les parler des projets du président Ibeka, ce qu'il a eu à faire pendant les 5 ans et ce qui reste à faire pour les 5 ans à venir. Cette campagne électorale avait déjà commencé sur les réseaux sociaux à travers des publications parfois virulentes entre militants. Pour certains, les partis politiques doivent encadrer leurs sympathisants. Moi, j'aimerais que ça se passe dans toutes les bonnes conditions nécessaires, sans déploiement des forces physiques ni des armes blanches. Je conseille à tous les Maliens vraiment de faire leur choix. Bon, il ne faut pas qu'ils se tombent aux tentatives des gens qui leur donnent 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs pour aller faire un mauvais choix. Ça, c'est pas bon. Que tout le monde aille chercher leur carte d'électeur pour pouvoir voter massivement le 29 juillet prochain. Déjà, Bamako commence à revêtir les couleurs des candidats. La campagne, c'est aussi une occasion pour faire de bonnes affaires, notamment pour les sociétés de transport, davantage sollicitées par les militants. Au Gabon, des mesures d'austérité ont été prises le 21 juin 2018 pour réduire le train de vie de l'État. Cette mesure devrait permettre des économies de 140 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2018. Les bénéfices engendrés devraient être investis dans des domaines comme l'éducation, la santé ou encore le logement. Nathalie Mo. Le gouvernement gabonais espère faire des économies de 140 milliards de francs CFA grâce aux mesures de réduction du train de vie de l'État. Pour le ministre gabonais du Budget et des Comptes publics, Jean-Philippe Otando, ces réserves financières seront consacrées à l'investissement dans l'éducation, la santé et le logement. Les investissements devraient davantage s'orienter vers la réfection des structures d'accueil existantes et la construction de nouveaux établissements. Il conviendrait toutefois de développer la construction de centres de santé de proximité. Le Gabon a réduit ses dépenses publiques de 26% entre 2014 et 2017. Elles sont ainsi passées de 244 milliards de francs CFA à 179 milliards de francs CFA. Désormais, le pays appelle ses partenaires économiques étrangers à réduire leurs commandes adressées à l'État gabonais. En réduisant les commandes vis-à-vis de ses partenaires, l'État amorce une meilleure utilisation des deniers publics. Il serait davantage question de réorienter la dépense publique. Le gouvernement gabonais envisage de faire passer sa masse salariale de 710 milliards de francs CFA à 400 milliards de francs CFA par an d'ici 2021. Le Gabon souhaite atteindre le seuil de 35% de masse salariale conformément aux directives de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui M. Ange Zigou, le secrétaire exécutif du Parti pour le changement. Bonjour M. Zigou et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. M. Zigou, vous qui avez récemment démissionné du Parti Union et Solidarité pour rejoindre le Parti pour le changement, que pensez-vous de ces mesures d'austérité entreprises par le gouvernement? Pour créer le Parti pour le changement, on ne l'a pas rejoint, on l'a créé. D'abord, votre reportage tout à l'heure disait que c'est des mesures d'austérité prises pour améliorer le train de vie de l'État. Non, c'est pour réduire le train de vie. Non, c'est pas pour. C'est pour améliorer la vie d'Ali Bongo et de ses amis. Vous avez vu, pendant qu'on parle de mesures difficiles pour le Gabonais, il est à la Belle Étoile, il est au bord de la plage en train de manger avec sa femme et ses enfants. En fait, il manifeste simplement le mépris qu'il a toujours exprimé pour le peuple gabonais. Ça, c'est votre opinion? C'est pas mon opinion, c'est une réalité. Moi, je vous dis ce que les Gabonais vivent au quotidien. C'est pas une opinion, c'est un constat. Et on parle de 140 milliards d'économies qui seront réalisées grâce à ces mesures d'austérité et qui seront redistribuées justement au peuple gabonais en question. Si la redistribution des richesses du Gabon était de mise, nous le serions et nous ne serons pas dans l'opposition. Ce qu'il faut dire, c'est que 140 milliards, c'est de l'argent qu'il faut retrouver. Simplement que la crise actuelle est là. Jean-Gaspard Ntoumaï, pour le compte de l'Union nationale, l'a dit lors de sa conférence de presse de samedi dernier. La crise actuelle est une crise liée à l'incapacité pour le gouvernement de mobiliser les ressources. Alors, s'ils sont incapables de mobiliser les ressources en 9 ans, vous voyez que ce n'est pas en quelques mois qu'ils vont pouvoir mobiliser ces ressources-là. Et qu'est-ce que vous préconisez? Nous pensons qu'il faut d'abord régler le problème à la racine. Vous ne pouvez pas avoir des ressources mobilisées si le politique ne donne pas confiance. Vous avez aujourd'hui, et ça c'est l'élément central qui justifie que nous sommes incapables aujourd'hui, en tout cas ce gouvernement est incapable aujourd'hui de mobiliser ses ressources, c'est que vous avez une crise politique qui influence nécessairement l'économie du pays.
lorsque vous permettez de tricher à une élection, d'assassiner des gens pour vous installer au pouvoir. C'est des affirmations assez... Vous pensez que c'est une affirmation que le 31 août, il n'y a pas de Gabonais qui ont été assassinés? Vous pensez que c'est une affirmation que lorsque ces familles, les familles qui ont perdu des enfants ce jour-là, nous regardent, vous pensez que c'est une affirmation gratuite? Non, c'est une réalité. Et je n'ai aucun intérêt à venir mentir dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'on a volé la souveraineté du peuple. Maintenant, on braque les Gabonais dans leur portefeuille. Voilà. On a un gouvernement de braqueurs et la solution, d'abord, elle doit être politique. Parce que pour redonner confiance au marché, il faudrait qu'on ait confiance déjà aux politiques qui vont gouverner le pays. Et vous n'avez pas confiance? Mon avis importe peu. Le peuple gabonais n'a pas confiance en ce système. C'est parce qu'il n'a pas confiance en ce système, d'ailleurs, qu'il l'a rappelé de manière assez ferme le 27 août 2016. Il a dit « je n'ai plus besoin de ce système-là et ce système doit partir ». Donc du coup, vous n'aurez jamais une mobilisation efficiente des moyens si le gouvernement actuel est au pouvoir, parce qu'il ne donne pas confiance, parce que c'est un gouvernement le changement aura lieu si le gouvernement actuel est démis. Dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez faire d'un gouvernement incompétent? Lorsque en 10 ans, vous êtes incapable, avec toutes les richesses que nous avons eues, de construire une seule école, vous dites c'est pour l'éducation, vous êtes incapable de construire une seule salle de classe. Lorsque vous cumulez 4 800 milliards de dettes publiques, alors que dans le quotidien des Gabonais, on ne vérifie pas la dépense de cet argent-là, comment vous pensez qu'on peut avoir confiance à un gouvernement qui ne fait qu'à sa tête? C'est pas possible. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui les braqueurs qui tiennent un pays et qui décident de se comporter en délinquants gouvernementaux. Comment vous voulez, vous, avoir confiance en ces gens-là? Même si nous avions, parce que ça a été dit aussi, vous aviez en 2009 des ressources propres qui oscillaient autour de 97%, des ressources propres de l'État. Et comment justifier que, avec un recul de plus de 24% de ces ressources-là propres, comment vous pouvez justifier que vous aurez aujourd'hui la capacité de mettre en œuvre un programme d'action alors que lorsque vous avez plus de moyens, vous n'avez pas pu le faire? C'est pas possible. C'est pas possible simplement parce que nous avons à la tête du pays des gens qui sont incapables de gérer un gouvernement. Ils vous l'ont démontré. Ils ont eu beaucoup d'argent. Ce qu'ils ont fait, c'est organiser des courses de moto, organiser des séances de danse. Merci beaucoup, Monsieur Zigou, pour votre analyse sur la question. Merci. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.